aide-soignant avec la spécificité en unité de vie protégée. Nous, on est là pour faire en sorte qu'on n'oublie pas ceux qui s'oublient eux-mêmes. C'est un métier dans lequel il va falloir quand même être solide émotionnellement. Homme-femme, finalement, c'est juste un soignant. Des gens qui sont là justement avec cette idée de dévouement simplement, et de se dire ces gens-là ont besoin d'aide, on arrive. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor du jour, Health Consultant. Experts du secteur sanitaire et médico-social depuis 30 ans, ils aident vos équipes à avancer, s'organiser et innover. Management, RH, stratégie ou qualité, ils sont là. Si vous cherchez des pros en formation, conseil, coaching ou évaluation, vous êtes au bon endroit. Et pour les auditeurs du temps de la relève, un premier diagnostic est offert. Mentionnez le podcast en les contactant sur leur site internet healthconsultant.fr. Health, E-L-S-E. Il soigne, lui aussi, mais souvent, on oublie de le dire ou on le dit trop vite, sans comprendre ce que ça recouvre. Le 26 novembre, c'est la Journée internationale des aides-soignants. Et pour l'occasion, le temps de la relève a choisi de rendre hommage à celles et ceux qui prennent soin, chaque jour, avec patience, attention et engagement. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas. Il est aide-soignant, il a choisi ce métier, il l'incarne et il en connaît la force, comme la fatigue, les liens, les gestes, les regards. Dans cet épisode, il va nous raconter ce que veut dire soigner quand on est au plus près des corps, des âges, des histoires. Quand on est un homme dans un métier qu'on imagine encore trop souvent au féminin. Quand on choisit, malgré tout, de rester. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Pareillement. Écoutez, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aborde ensemble votre métier, comment vous le vivez au quotidien et comment vous le ressentez. Alors avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter avec vos mots. Déjà, merci de m'accueillir et de porter ma voix comme témoignage de mes collègues aides-soignants. Alors, je m'appelle Nicolas Sis, j'ai 44 ans, je suis aide-soignant au sein de l'EHPAD Corian, les bords de la Marque, à Forêt-sur-Marque, en banlieue, on va dire, lilloise, dans la campagne lilloise. Je suis aide-soignant avec la spécificité en unité de vie protégée. C'est-à-dire, je m'occupe de personnes qui sont atteintes de déficiences cognitives au sein d'un espace qui leur est totalement dédié dans la maison de retraite. Et alors on va dire, moi illustre aussi un petit parcours un peu particulier, puisqu'à la base j'avais pas du tout choisi le métier d'aide-soignant. On va dire c'est un métier qui m'a un peu choisi finalement par hasard. J'avais initialement choisi l'histoire comme voie professionnelle. Donc après un bac littéraire, j'ai fait 3 ans d'études d'histoire jusqu'à la licence, avec l'idée de me destiner à l'enseignement. Donc j'ai passé pendant plusieurs années les concours de l'enseignement public. Alors je descends d'une longue lignée de professeurs. Et c'est vrai que donc c'était ma première, on va dire mon idée première, ma première orientation. Donc j'ai passé plusieurs fois les concours de l'enseignement et en fait malheureusement les concours de l'enseignement, il fallait aussi pendant les préparer, en fait, on va dire travailler. Donc j'ai été assistant d'éducation en collège pendant le temps de la préparation des concours. Et c'est vrai que finalement, ça a eu comme expérience bénéfique de me montrer que je n'étais pas forcément
Après être C'est professeur, c'est-à-dire que j'adore l'histoire, mais l'aspect enseignement n'est peut-être pas forcément la chose à laquelle je me destinais le plus. On sait que bah, le temps passant, il fallait quand même penser, je me suis dit, il fallait penser à un projet de reconversion professionnelle et peut-être me réorienter. Donc toujours dans l'idée de, vous voyez, on va dire, une idée qui m'est chère de service public, de rendre service, je me suis réorienté vers les métiers du social. J'avais un cousin qui était éducateur spécialisé et qui m'a un petit peu donné des premiers éléments sur les métiers du social. Et donc après, après m'être renseigné, j'ai pensé à me réorienter comme auxiliaire de vie à domicile. Donc j'ai passé le DEAVS, c'est-à-dire le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, qui vous permet d'accéder effectivement à ce métier. Je l'ai passé à l'IRTS de Valenciennes. Après l'année de formation, j'ai été effectivement, je me suis assez rapidement plongé dans le bain du métier que j'ai exercé pendant 15 ans avec passion, avec beaucoup de dévouement, je pense et j'espère, avec beaucoup d'envie. Et c'est vrai qu'après 15 ans, l'idée, même chose, de rechanger. Oui, on va dire, c'est l'intérêt aussi de ces métiers du social, c'est que c'est un monde qui est très ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des passerelles qu'on peut, on va dire, mettre entre les différents métiers. Une position n'est pas forcément définitive et il y a énormément de moyens pour passer d'un métier à un autre. C'est ce qui a un peu, on va dire, orienté ma démarche, c'est-à-dire que après quelques années comme auxiliaire de vie, je me suis dit, on va peut-être aussi préparer le futur et on va dire envisager une possible reconversion vers quelque chose d'autre. Donc j'ai, tout en continuant à travailler, passé une validation des acquis de l'expérience qui m'a permis d'obtenir le diplôme d'aide médico-psychologique. Donc un AMP. métier, ouais, voilà, pour les intimes, qui est un métier qui se rapproche, on va dire, qui est vraiment très très proche du métier d'aide-soignant, hein. C'est une des portes d'entrée aussi pour travailler en structure. Donc j'ai passé ce diplôme par validation des acquis et je l'ai un petit peu gardé dans ma poche pendant encore quelques années, le temps que l'idée mûrisse d'aller devenir, on va dire, travailler en EHPAD. J'avoue que c'était un petit peu pendant longtemps un Rubicon personnel que je n'osais pas franchir. Peut-être parce que j'avais des idées aussi préconçues sur le fonctionnement des EHPAD. Vous voyez, ce côté, j'avais cette image d'un lieu un petit peu, où on faisait le même métier que celui que je faisais à domicile, mais sur un rythme qui n'était pas le même et qui, pendant longtemps, ne m'attirait pas plus que ça. Et puis finalement, le temps passant, l'envie de, on va dire, de changement, aussi de se lancer dans un nouveau défi professionnel. Vous voyez, j'arrive à l'âge canonique quand même de la quarantaine et il a bien valu C'est le plus bel âge, Nicolas, je sais de quoi je parle. ah voilà, vous savez donc. Et c'est vrai que l'idée effectivement a germé en moi de changer, d'arrêter le domicile que j'avais effectivement exercé pendant quand même 15 ans, donc c'est quand même une période de temps qui est longue. Beaucoup de belles rencontres, beaucoup de belles choses, une expérience qui est vraiment positive et le besoin oui, de changer, de venir travailler ailleurs. Donc j'ai commencé à effectivement à prospecter un petit peu. J'ai envoyé des candidatures spontanées et j'ai eu la chance que mon premier entretien se passe ici, à l'EHPAD où j'exerce désormais. J'ai été accueilli à Forêt-sur-Marque, qui était un petit peu. Alors j'avais sélectionné un certain nombre d'établissements pour leur proximité géographique avec l'île, pour on va dire le cadre aussi, puisque ici on a la chance de travailler à la campagne. Donc ce qui est pas désagréable quand on est lillois comme moi, s'échapper un petit peu de la ville. Et j'ai été effectivement reçu en entretien et embauché en CDI au sein de l'EHPAD. Et dès mon embauche, embauché pour travailler au sein de l'unité de vie protégée de l'établissement. Donc voilà un petit peu pour mon parcours professionnel, vous voyez, qui est un peu sinueux.
n'est pas forcément ligne droite, mais je pense qu'il illustre bien les possibilités de reconversion qu'offrent Mmh. justement nos métiers du social Mmh. et de l'accompagnement. Alors Complètement. c'est vrai que on va dire, j'ai toujours été, par contre, attiré par l'aide à la personne âgée. C'est-à-dire que vous voyez, que ce soit à domicile, comme maintenant en structure, c'est on va dire, mon public de choix. C'est-à-dire que il y avait, parce que le métier, c'est l'important de dire que le métier d'aide-soignant, évidemment, ne s'exerce pas que au sein d'établissements pour Mmh. personnes âgées. À aide médico-psychologique, vous pouvez exercer dans une quantité d'établissements, que ce soit auprès de personnes handicapées, de jeunes enfants. Il y a une grande variété de professions. Moi, j'avoue que j'ai, par choix, choisi de m'occuper de personnes âgées, probablement par affinité avec le public. Mais bon, voilà. Quand vous étiez auxiliaire de vie, justement, vous étiez plutôt sur des publics type, personnes âgées? Ah oui, 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 oui. Effectivement, alors c'est vrai que le métier d'auxiliaire de vie, c'est un métier qui s'est extrêmement développé depuis effectivement l'époque où j'ai passé mon diplôme. À l'époque où je l'ai passé, le DEAVS venait d'être mis en place depuis quelques années dans une volonté, on va dire, de l'État de formaliser et de normaliser un petit peu les cadres d'un métier qui existe depuis Mmh. pas très longtemps, mais qui avait besoin d'un cadre professionnel pour justement encadrer un petit peu, qui s'occupait des personnes âgées à domicile. Et c'est vrai qu'on voit depuis 15 ans un développement très important, des structures qui s'occupent des personnes âgées à domicile. Et c'est vrai que la profession s'est beaucoup, beaucoup développée et on le voit de toute façon, les besoins en auxiliaire de vie Mmh. ne cessent de croître. C'est une des professions, je pense, qui recrute le plus, parce que ils sont à l'image des besoins aussi qui sont assez Mmh. énormes. C'est sûr que de toute façon, il y a aussi ce côté aussi, maintien à domicile qui est, assez important. Je pense aussi dans la politique de santé actuelle. Pour autant, on a aussi besoin, de personnes comme vous, notamment au sein des EHPAD pour la prise en charge justement de ces patients. Heu Votre premier jour en EHPAD, est-ce que ça a été, loin des, justement des idées reçues que vous pouviez avoir? Parce que ça peut être, justement vous qui avez quand même beaucoup exercé à domicile, vous arrivez dans une structure où il faut travailler en équipe, où il y a des, on va dire, des protocoles, des organisations, surtout en unité de vie protégée. Je pense que là encore plus. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur ce premier jour? Eh bien, alors, bon, une légitime appréhension. Et au-delà de ça, effectivement, un peu une obligation de remettre un peu mes gestes professionnels et ma façon de travailler un peu en question. Forcément, il y a quand même une grande différence dans l'organisation du travail en EHPAD et du travail à domicile. Le domicile, c'est finalement un métier qu'on exerce de façon très autonome. On est seul avec la personne et finalement, bon, on a forcément une direction et qu'on peut contacter en cas de problème, mais ça nécessite on va dire une grosse part d'autonomie et une capacité à réagir et à prendre les bonnes décisions seul et vite parce que on est la seule personne et on arrive le matin, la personne a chuté pendant la nuit. Il s'agit d'avoir les bons réflexes, les bons gestes. Et alors c'est vrai que c'est un avantage parce que ça m'a permis d'acquérir justement cette autonomie. Mais effectivement, en arrivant en EHPAD, il s'agit de remettre tout ça un petit peu en question et de se placer dans le cadre d'une organisation qui est celle de l'établissement, avec, vous voyez, une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il faut s'intégrer. Effectivement aussi, on va dire on va dire des pathologies qui sont différentes que celles à domicile, surtout Mmh. au sein de l'unité protégée. Alors Bien j'avais sûr. déjà travaillé avec des personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer
à domicile, mais effectivement le degré d'autonomie n'est pas du tout le même entre une personne qui est à domicile avec Alzheimer, souvent dans les premiers stades de la maladie, pendant laquelle on va dire le maintien à domicile est possible, et au sein d'un établissement où effectivement la maladie a progressé au point où la personne est en danger finalement chez elle. Donc c'est vrai que ce premier jour en EHPAD, effectivement, probablement un peu impressionnant parce que vous arrivez dans cette unité de vie protégée en vous disant mais qu'est-ce qui m'attend. Puis bon, vous voyez, c'est aussi prendre le temps de découvrir les personnes dont on vous confie la charge, parce que c'est 20 personnes à peu près, 20 parcours de vie différents, 20 pathologies différentes. Aussi, vous voyez, faire connaissance avec les collègues, l'équipe, se repérer dans les lieux, parce que mine de rien, c'est pas quelque chose qui est forcément évident au démarrage. Donc c'est vrai que je pense que mes débuts étaient timides mais déterminés. J'aime beaucoup, timide mais déterminé. Votre équipe, elle est composée de combien de personnes? Combien vous êtes, organisés, au sein, voilà, de votre unité de vie protégée? Alors nous, l'unité de vie protégée ici, on a, je vous dis, 23 chambres. En ce moment, une vingtaine de résidents. Nous sommes 3 aides-soignants Mmh. en permanence chaque jour dans la journée. Moi, je fais partie de l'équipe de jour. On a une équipe de nuit qui prend la relève pour le soir. On émet effectivement, alors autour de nous soignants gravitent une multitude d'autres intervenants, hein. Nous avons des ASH, vous voyez, qui s'occupent Mmh. aussi avec nous du bonne de la propreté, de l'entretien, de la remise en état de l'UVP. Les infirmiers qui sont avec nous au quotidien pour prodiguer les soins nécessaires pour nos résidents. Mais on a toute une multitude, vous voyez, de métiers qui encadrent l'UVP. Nous avons des psychologues, et c'est des ergothérapeutes, c'est les médecins aussi. Donc c'est vrai que nous, on se place dans on va dire un organigramme qui est quand même très complet, qui permet d'avoir une palette de métiers qui encadre au mieux justement l'accompagnement de ces personnes, on va dire ce public qui est très très particulier Mmh. que sont les gens qui sont atteints de démence cognitive. En termes de pathologie, sur vos patients, vous êtes plutôt sur, voilà, de type, profil Alzheimer ou alors vous Oui, avez, oui, oui. enfin, essentiellement? On a alors c'est essentiellement un public atteint effectivement de démence type Alzheimer, mais effectivement il y a d'autres. Alors Alzheimer, c'est un terme générique qu'on emploie aussi Mmh. beaucoup pour désigner les maladies cognitives qui sont beaucoup moins connues, Mmh. mais qui recoupent plus ou moins le même genre de pathologie, c'est-à-dire une altération de la mémoire et des facultés Mmh. cognitives de la personne. Donc c'est à majorité Alzheimer avec des variations. Vous voyez, il y a différentes pathologies au sein de Mmh. l'UVP, quoi. OK. Une journée un peu type pour vous, elle ressemble à quoi à peu près? Même si je me doute quand même qu'il y a des, voilà, des journées qui sont, plus ou moins différentes suivant, je pense le quotidien à la fois de vos résidents et à la fois de votre équipe. Mais est-ce que vous arriveriez, pardon, à nous décrire un petit peu comment ça s'organise? Alors nous, on va dire qu'une journée type, c'est un peu toujours la même, par la force des choses. Et en même temps toujours un peu différente. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a toujours des variations subtiles sur le rythme de la journée, mais c'est vrai que, en théorie, nos journées on va dire, se calquent sur le rythme de vie de nos résidents. On a adapté au mieux on va dire, nos emplois du temps, et nos temps de présence de façon à pouvoir suivre les résidents du matin au soir avec forcément des points forts sur la journée qui sont les repas qui structurent, vous Mmh. voyez, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Le matin, nous, on va dire que quand même l'essentiel est consacré aux soins.
Donc lever, toilette, habillage, amener les résidents jusque à la salle de vie commune, préparer le petit déjeuner, servir le petit déjeuner. Le midi, c'est un peu le mi-temps de la journée. Puis bon, aussi un petit moment de convivialité, hein. Le repas, c'est quand même des moments importants, des moments structurants dans la journée de ces personnes. L'après-midi, on est consacré plus à un temps d'animation, c'est-à-dire qu'on s'occupe de mettre en place justement des animations qui vont permettre déjà simplement de distraire ces gens parce que ils sont pas là pour rester dans, vous voyez, les bras ballants du matin au soir. Donc on est aussi là pour s'occuper d'eux aussi simplement, leur proposer des choses. Vous voyez que c'est on va dire des animations qui sont aussi adaptées Mmh. à leur temps d'attention qui est relativement court. C'est-à-dire que c'est souvent on va dire des petites animations on va dire avec un temps maximum d'une demi-heure, Mmh. 20 minutes, une demi-heure, parce que leur temps d'attention est relativement court, donc on est obligé de concentrer un petit peu les choses pour faire en sorte que ils ne se détournent pas de ce qu'on leur propose et aussi proposer des animations qui soient adaptées, vous voyez, avec toujours un peu dans l'esprit de maintenir et préserver les capacités cognitives de chacun selon les niveaux. Parce qu'on a effectivement des grandes disparités entre les personnes qu'on accueille. On a des gens qui sont, vous voyez, qui sont loin dans la maladie, c'est-à-dire qui ne parlent plus, n'arrivent plus à communiquer par la parole, et d'autres personnes qui sont encore, on va dire, cohérentes, qui peuvent vous tenir des propos. Vous Mmh. pourriez les croiser sans vous dire qu'ils ont forcément Alzheimer, Mmh. on va dire a priori. Donc l'après-midi, on passe quand même beaucoup de temps avec nos résidents, que ça soit au sein des animations, vous voyez, le goûter. Le soir, c'est effectivement le repas, même chose, hein, des moments assez structurants dans la journée, des moments plaisir, hein, Mmh. pour des gens qui effectivement, vous voyez, les repas, c'est quelque chose d'important. Et notre fin de journée, c'est effectivement la même chose en inverse, c'est-à-dire s'occuper d'aller mettre au lit les personnes qui se couchent tôt, puis rester s'occuper des personnes justement qui veulent rester, leur proposer des petites choses, puis simplement aussi passer du temps avec eux, hein. Nous, vous voyez, on est 3 aides-soignants, moi et mes collègues, on s'attache à essayer de passer beaucoup de temps avec nos résidents, prendre le temps aussi de les écouter. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, hein. Nous, on n'est pas là pour faire, parce que unité de vie protégée, on a cette image de se dire, oh là là, c'est fermé, Mmh. c'est l'enfermement. Vous voyez, nous, on n'est pas des gardes-chiourmes, loin de là, qui gardons les portes. Nous, on est là effectivement pour s'occuper de ces personnes-là. C'est un public qui est particulier et fragile, et c'est vrai qu'on a au sein de l'établissement, on va dire, on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps de notre temps dans la journée avec les résidents dans la salle commune, au sein de l'établissement. C'est-à-dire, aller les voir, aller les écouter, voir un petit peu l'humeur du jour, comment ça va. Vous voyez, des petites choses, mais toutes simples, mais qui permettent de garder le contact et puis de voir un peu, comment vont nos résidents au jour le jour. Ouais, je pense que ce lien justement que vous créez avec les résidents, notamment sur des personnes qui ont, justement des troubles cognitifs, je pense que c'est important aussi que ces résidents-là, aient, on va dire, un peu la même équipe qui les prenne en charge avec un certain rituel, aussi pour un peu les rassurer. Même si je suppose que des fois, peut-être que certaines personnes qui sont dans des stades avancés de la pathologie, ne vous reconnaissent pas, mais peut-être que voilà, il y a peut-être des choses en tout cas qui les sécurisent, et c'est vrai que le terme, moi je suis assez d'accord avec vous. Moi je me rappelle d'un stage que j'avais fait justement en unité de vie protégée quand je faisais mes études d'infirmière. Moi j'avais hyper peur parce que j'avais un peu l'impression, de rentrer dans une prison à un moment, et c'est vrai qu'au moment où en fait vous commencez à travailler au sein de ces unités, vous vous rendez compte que c'est pas du tout l'idée reçue, que vous pouviez avoir en fait avant d'entrer dans ces unités. Il y a bien sûr une mise en sécurité, hein, des résidents bien entendu, mais on est très loin du côté enfermement. Ah oui, non, après je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que on va dire l'enfermement
va dire réel, puisque effectivement le but de ces unités de vie aussi est de faire en sorte de mettre en sécurité des Mmh. personnes qui n'ont plus forcément conscience, vous voyez, des dangers que peuvent Ouais. représenter pour eux le monde extérieur. Mmh. C'est-à-dire, malheureusement, la maladie fait que ils n'ont plus conscience forcément, vous voyez, des choses qui nous semblent évidentes, c'est-à-dire simplement traverser la rue, attention, il y a des voitures. C'est si je pars, est-ce que je suis en capacité de me souvenir du trajet de retour pour Mmh. revenir? Donc c'est vrai que il y a forcément cette notion de mise en sécurité et donc d'enfermement, Mmh. mais au-delà de ça, faut quand même voir que on va dire cette porte pourtant réelle est aussi virtuelle. C'est-à-dire que Mmh. les UVP sont des lieux de vie qui sont intégrés au sein de l'établissement Mmh. et pas du tout des lieux de mise à l'écart. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs on se bat aussi quand même au quotidien, hein, nous, pour bien faire comprendre que bah, c'est pas parce que ces gens-là ont des démences cognitives de type Alzheimer qu'ils sont, on va dire, des résidents de deuxième ordre. Vous Mmh. voyez, hein, il y a quelque chose de très important dans la notion de respect de justement de ces personnes. C'est un peu nos grands fragiles hein, au sein des Mmh. établissements. C'est des gens qui sont, par la nature même de leur maladie, mis à l'écart un peu de la société, et nous, on fait en sorte qu'ils ne soient pas mis à l'écart aussi de l'EHPAD, hein, Mmh. OK. c'est-à-dire que les UVP sont complètement intégrés au sein de l'établissement et je vous dis, on a aussi, ici, dans l'établissement dans lequel j'exerce, cette volonté justement de les intégrer pleinement dans les événements festifs, les événements de la maison de retraite. C'est-à-dire que la porte est toujours ouverte quand il s'agit de, vous voyez, faire partager quelque chose. Forcément, cette notion d'enfermement peut faire peur parce qu'on se dit toujours, oh là là, derrière le mur, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste une annexe de la maison de retraite avec des personnes qui nécessitent juste une prise en charge qui est un peu différente des résidents classiques d'un EHPAD, hein. Mmh. Oui, je pense que moi j'avais visité justement il y a quelque temps pour un autre épisode, une maison de retraite type EHPAD où il y avait justement une unité de vie protégée et c'est vrai que c'est souvent des unités qui sont, un peu placées au centre, on va dire de la résidence, qui permet, quand même, bon déjà d'avoir bien sûr, comme on a dit cette mise en sécurité, mais quand même, que ça puisse articuler aussi autour et que les résidents puissent aussi avoir des temps, même si c'est des temps restreint parce qu'en effet, comme vous l'avez très bien dit, les temps de concentration, sont différents, sur des animations ou des choses qui peuvent être organisées. Pour autant, c'est quand même des choses qui leur sont, proposées, et je trouve que ça c'est très intéressant quand justement vous soulignez que souvent la société les met un petit peu à l'écart, bah, c'est très intéressant aussi de voir que au sein d'un EHPAD, c'est pas cette chose-là qui est mise à l'écart. On va avoir une prise en charge peut-être plus différente que, une personne âgée sans troubles, cognitifs, sans, pathologie type Alzheimer. Pour autant, c'est des personnes qui sont là, et c'est des personnes qu'on va aussi, prendre dans toute leur globalité. Ah oui, non, mais après c'est vrai que alors moi c'est une formule, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que nous on est là pour faire en sorte qu'on n'oublie pas ceux qui s'oublient eux-mêmes. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont plus conscience de leurs besoins même fondamentaux. C'est des gens qui, effectivement, dans un on qui sont plus, intégrés dans la société, parce que, bah, forcément les notions telles que, vous voyez, le quotidien, l'argent, la gestion simplement de la vie au quotidien n'est plus possible, Mmh. à domicile et c'est vrai que justement on va dire une unité de vie protégée, c'est aussi une bonne façon de s'assurer, déjà d'assurer aux résidents un espace de sécurité, d'assurer aussi, bien souvent il y a on va dire un espace qui est rassurant pour les familles.
Parce qu'il faut bien se rendre compte Mmh. que avec les démences cognitives, ce n'est pas seulement le résident qui est malheureusement atteint, c'est bien souvent des familles qui se retrouvent complètement démunies face à une perte d'identité progressive de leurs proches, hein. Parce que, vous voyez, nous, on est aussi au contact permanent avec les familles de nos résidents. Et c'est vrai qu'on, quand des résidents arrivent, on sent quoi. C'est souvent des gens qui ont, vous voyez, ont pris la charge d'aidant pendant très longtemps parfois, et qui sont malheureusement qui arrivent au bout de leur capacité et aussi souvent fort fatigués, hein. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très très difficile d'encadrer une personne type Alzheimer quand vous n'êtes pas soignant ou avec vos Mmh. propres moyens. Donc c'est vrai Mmh. qu'on a souvent des familles qui sont d'une certaine façon soulagées de pouvoir se dire bon, je vais pouvoir souffler, prendre un petit temps de repos. Vous voyez, même dans le cadre, ça nous arrive ici au sein de l'unité vie protégée d'avoir des séjours courts, une quinzaine de jours, 3 semaines, un mois, simplement pour que la famille puisse reprendre son souffle, se prendre du temps, se reposer un petit peu et puis repartir derrière si Mmh. besoin. Parce que c'est vrai que c'est ça quoi, c'est une maladie qui est en ça terrible parce que c'est forcément pour la personne qui en est atteinte une occultation progressive de son identité, mais aussi pour la famille parce que c'est terrible de se rendre compte que votre propre mère ou votre propre papa ne vous reconnaît plus, Mmh. vous voit arriver, se dit bah c'est qui cette dame, c'est qui ce monsieur. Forcément, hein, la charge émotionnelle est très difficile à dire à encaisser quand vous êtes famille d'une personne Alzheimer. Mmh. Donc notre rôle, nous, c'est aussi de justement assurer le bien-être de nos résidents, mais aussi, vous voyez, rassurer les familles, leur dire bah écoutez, ça va bien, aujourd'hui ça va mieux, ça va moins bien, mais vous voyez, c'est aussi ça. On a être soignant, c'est aussi ça. C'est pas forcément que s'occuper des résidents, parce que ça serait trop limitatif. C'est aussi de se dire, on est là aussi pour les familles. Doit être en capacité de les rassurer, leur dire, bah écoutez, ça va, vous en faites Mmh. pas, comptez sur nous, nous on s'en occupe, on va s'en occuper bien, et vous pendant ce temps-là, vous allez pouvoir souffler un petit peu. Et puis bon, a priori, tout va bien se passer. Justement, le côté un peu émotionnel, alors c'est vrai que vous étiez, avant, on va dire, au sein du domicile de ces patients. Là, vos résidents, vous avez quand même un lien qui se crée puisque vous les voyez. Je suppose quand même que la plupart sont là de manière plutôt, définitive plutôt que, Oui. temporaire. Heu, Est-ce que justement en termes de charge émotionnelle, pour vous, c'est compliqué, à gérer? Parce que malheureusement, vous les voyez peut-être aussi, se dégrader, dans leur état de santé, dans leur état cognitif. Comment ça se passe pour arriver justement à avoir un certain recul, alors que c'est des personnes que vous côtoyez, on va dire, chaque jour où vous venez travailler? Alors c'est sûr que je pense qu'il faut quand même, avant de s'engager en tant qu'aide-soignant, de toute façon, avant de s'engager en tant qu'aide-soignant de manière Mmh. générale, mais quel que soit le public, mais aussi au sein d'établissements qui s'occupent de personnes âgées, qu'il s'agisse de l'unité de vie protégée ou d'un EHPAD de type classique, quand même se rendre compte que c'est un métier dans lequel il va falloir quand même être solide émotionnellement, savoir faire la part des choses. Le Bien sûr, alors je ne dis pas on ne doit pas se transformer en robot, vous voyez, dénué de tout sentiment, c'est pas ça le but du tout. Mais il est important, je pense quand même de savoir établir une certaine distance avec, ce que vous faites, simplement dans le but de vous protéger. Parce que c'est vrai que notre engagement étant total, auprès de ces personnes, on n'a pas forcément, hein, on est avec eux, du matin au soir, on passe, nos journées avec, on connaît, leur vie, on connaît leur famille, et effectivement, vous voyez, qui dit aussi, personnes âgées dit, malheureusement fin de vie. Mmh. Donc on est confronté, vous voyez, à la douleur, à la souffrance, à la maladie, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à encaisser. Et il faut quand même être capable de justement savoir faire la part des choses et se dire,
Bon, j'ai terminé ma journée. Il y a plein de choses qui m'ont touché, affecté, et quand même savoir justement un petit peu raccrocher les gants, c'est-à-dire ne pas Mmh. se laisser complètement manger par justement les émotions. Il faut réussir à établir. Alors c'est assez, je suppose chacun a sa propre recette, hein, mais vous voyez, d'établir une sorte quand même d'armure un petit peu personnelle pour ne pas justement se laisser, on va dire, vraiment ça détruire émotionnellement trop rapidement. C'est des métiers dans lesquels il faut savoir quand même, bah, justement, que vous allez être confronté, bah, à la mort, à des gens qui ont mal parfois, quoi. C'est pas évident de voir des gens qui sont dans la souffrance, Mmh. des gens qui sont malheureusement dans la fin de vie, hein. C'est une réalité aussi, de nos métiers. C'est-à-dire qu'on est souvent confronté à, bah, oui, des décès, des choses qui arrivent, et dans ces cas-là, il faut quand même avoir un minimum de solidité émotionnelle pour pouvoir accepter ce genre de choses. C'est quand justement vous rentrez, on va dire chez vous le soir après une dure journée, heu, est-ce que voilà, il y a des choses que vous arrivez justement à vous dire: «Je rentre chez moi, on va dire je laisse, mon quotidien, d'aide-soignant, en unité de vie protégée, devant la porte et j'arrive, à passer à autre chose». Je vous dis ça parce que moi c'est vrai que j'ai fait une partie de ma carrière en service de dialyse et c'était des patients qui étaient âgés. J'avais pas mal de patients aussi avec des troubles cognitifs et c'est des patients où on a un attachement parce que c'est souvent malheureusement des dialyses qui sont, toute leur vie. Donc c'est des patients qu'on voit chaque jour, et c'est vrai qu'on a ce lien qui automatiquement, on va dire, se crée de toute façon, complètement différent d'une prise en charge hospitalière où vous êtes, voilà, sur un patient que vous allez suivre pendant quelques jours, quelques semaines, malheureusement des fois quelques mois. Mais là, vous êtes vraiment sur des personnes que vous allez connaître, on va dire peut-être de manière, très, très approfondie. Comment ça se gère pour arriver moi je sais que j'avais eu beaucoup de mal au tout début de ma carrière d'arriver à faire la part des choses et à se dire, moi je parlais que de mon travail. Je rentrais à la maison et je parlais que de mon quotidien et de: «Ah bah, monsieur machin, il a fait ça» et cetera et c'est vrai que c'est difficile justement, alors en début peut-être de carrière, après je pense qu'on se forge un peu plus, mais comment on arrive à faire cette part des choses? Alors, je pense qu'on l'a fait jamais totalement. C'est-à-dire que, vous voyez, à moins de, alors peut-être que certaines personnes arrivent à faire. Moi, c'est vrai que personnellement, c'est difficile de cloisonner complètement sa vie professionnelle, sa vie Mmh. personnelle. C'est-à-dire, même pendant les jours de repos, on pense à nos résidents en se disant: «Ah là 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 là, j'espère que ça va, j'espère que je vais le retrouver, en bonne santé quand je vais revenir, Mmh. j'espère qu'ils font pas trop de bêtises, j'espère ils ont pas fait». Vous voyez, c'est ça, c'est difficile de complètement cloisonner, mais je pense qu'il est important quand même de savoir faire la part des choses et savoir aussi se dire: «Bon, bah, je suis en repos, je me repose, je me distrais, je fais autre chose, je me vide la tête, parfois des choses négatives qui peuvent arriver», et revenir justement au travail en se disant: «Bon, bah, c'est très bien, je remets la blouse, c'est reparti pour une nouvelle journée». Mais ne pas se laisser trop affecter. Je pense qu'effectivement penser tout le temps au travail, c'est pas forcément quelque chose qui est sain, qui permet de Mmh. justement d'évacuer un petit peu que ça soit le stress ou les émotions, que peuvent générer le travail d'aide-soignant. Votre entourage, quand justement vous avez aussi pris cette décision de on va dire, rentrer au sein d'un EHPAD, d'exercer ce métier, est-ce qu'ils ont compris pourquoi justement, bah, vous quittiez un peu le milieu domicile pour intégrer une structure médicalisée? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qu'ils ont compris, ou alors il y a eu un peu des interrogations? Non, 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 franchement, moi, j'avoue, pour ma part, que ce soit ma famille, ou ma femme, ont bien compris ma démarche, ils savaient que de toute façon, c'était plus ou moins la prolongation de mon engagement en tant qu'auxiliaire de vie à domicile. C'était, le même métier dans un cadre différent,
Et non, il n'y a pas eu de difficultés, on va dire, ni de questionnement plus que ça. Après, forcément, c'est vrai que bah, c'était toujours moi, c'est plus un questionnement qui m'était personnel de savoir est-ce que j'étais capable de me révolutionner un petit peu et puis de m'intégrer dans ouais, d'un fonctionnement qui n'était absolument pas le mien. Mmh. Et c'est vrai que bon, un an après mon entrée au sein de la structure, j'espère et je pense avoir fait une intégration qui n'est pas finalement si mal que ça. J'ai trouvé ma place. Après un an, c'est vrai qu'après je vous dis des débuts qui étaient forcément, on prend ses marques, on cherche un petit peu sa façon de faire au sein de, puis comment imprimer aussi sa propre façon de travailler, quoi. Je veux dire, Mmh. je pense que chaque aide-soignant, de par son parcours de vie, sa formation, ses expériences, aborde le métier un petit peu différemment, chacun un petit peu à sa manière. Et puis simplement, oui, par sa personnalité aussi, hein. Je veux dire, on met beaucoup de nous-mêmes dans notre métier, quoi. Donc la plupart des gens qui sont soignants sont des gens qui sont là justement avec cette idée de dévouement, simplement, de se dire, ces gens-là ont besoin d'aide, on arrive. Et c'est vrai que c'est ça, quoi. Le métier d'aide-soignant, c'est aussi riche pour ça parce que c'est des rencontres, des professionnels, vous voyez, qu'on croise au sein de son parcours, au sein de l'établissement. Et on se dit, d'accord, tu viens pas du tout on n'a pas du tout le même parcours, mais on se retrouve finalement sur les mêmes valeurs d'aide, de dévouement auprès des personnes, d'un public qui est fragile de toute façon. Le regard justement des résidents et des familles, puisque c'est vrai qu'on a aussi parlé de la place des familles dans ces prises en charge. Est-ce que vous l'avez sentie, un peu différente? Parce que c'est vrai que souvent, c'est ce que je disais un peu en introduction, le métier d'aide-soignant est un métier, on va dire, assez féminisé. Même si moi, vous voyez, dans ma carrière, j'ai quand même rencontré énormément d'aides-soignants hommes. Est-ce que vous avez senti une différence dans le regard de certains de vos résidents, voire des familles? Bon, alors je pense que on va dire on va dire c'est quelque chose que je percevais peut-être plus à domicile. Vous voyez, Mmh. on a encore ce cliché un peu tenace, à propos des auxiliaires de vie à domicile, que c'est un métier qui est, destiné aux femmes. Et c'est vrai que, à un moment où j'ai passé, je vous dis, ça remonte il y a quand même 15 ans, donc c'est vrai que on n'était pas forcément beaucoup, d'hommes à faire le métier d'auxiliaire de vie. Et donc effectivement, ça m'est arrivé très fréquemment d'entendre: «Ah! C'est un homme!» Vous voyez, avec ce léger suspense qui les laisse sous-entendre: «Ah bah, dis donc, c'est différent». Mais c'est à nous aussi, bah, de montrer que derrière, vous voyez, homme-femme, finalement, c'est juste un soignant. Après, c'est vrai qu'au sein de l'établissement, nous, on fonctionne avec on a des aides-soignants, donc les familles, sont quand même, ont l'habitude de rencontrer des aides-soignants hommes, donc c'est quelque chose qui, je pense, les frappe moins. Alors c'est vrai que nous, dans l'organisation, c'est amusant parce que mes collègues sont tous aussi des hommes, donc on a un roulement, Mmh. 100% masculin sur Mmh. 2 jours et 100% féminin, 2 jours après. Donc 2 approches, différentes, mais non, non, globalement, bien perçues. Les familles, oui, je pense, nous jugent pas forcément, sur notre appartenance à un sexe ou à un autre, mais sur, nos capacités à prendre soin de façon efficace de leurs parents. C'est, je Mmh. pense, l'essentiel, quoi. Ouais, puis je suis assez d'accord avec vous. Je pense on façonne aussi notre métier suivant notre vécu, à la fois professionnel, ça c'est Mmh. sûr, bien sûr, mais il y a aussi ce vécu personnel qui fait de nous aussi ce qu'on est, en tant que soignant. Ça, Ah bah, c'est moi pour moi indéniable. ah oui, non, mais c'est sûr, hein, et je vous dis, alors ce qui est amusant, c'est que finalement, quand je regarde mon parcours personnel, je me dis: «On pourrait penser que j'ai perdu des années, à faire des études d'histoire». Et personnellement, je pense que ça a été un temps qui a été extrêmement bien investi. Parce que mes études d'histoire ont toujours été,
que ça soit en tant qu'auxiliaire de vie ou en tant qu'aide-soignant, une porte d'entrée incroyable pour justement percer parfois les résistances que ça soit des familles ou des personnes dont je m'occupais. L'histoire, c'est un outil incroyable parce que ça vous permet de vous mettre au niveau de la personne à laquelle vous vous adressez. Quand vous avez face à vous une petite dame qui a 90 ans et que vous savez lui parler du contexte dans lequel elle a vécu sa jeunesse, évoquer avec elle des souvenirs, vous voyez, simplement des gouvernements qu'elle a pu connaître, et c'est ça, des événements qui ont façonné sa vie et du contexte qui a été le contexte de sa vie. Vous mettez à son niveau tout de suite, quoi. La personne immédiatement se dit ah là, il sait de quoi je parle, et ça vous permet d'établir des contacts immédiats avec la personne, des affinités. Tout de suite, elle se dit ah c'est bien, on peut parler de ça. Mmh. Ah vous, et puis voilà, on se laisse très vite entraîner. La personne vous dit ah vous vous souvenez de René Coty, vous dites oui mais vous vous rappelez, on n'a pas le même âge, je ne l'ai pas connu quand même madame. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, mais non, vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai que bon, moi, dans le cadre de mon métier d'aide médico-psychologique, il y a un volet d'animation qui fait partie du métier. Et c'est vrai que je peux mettre en place ici aussi. On a l'occasion de faire quelques petites conférences d'histoire pour les résidents, des choses qui sont des choses qu'ils apprécient. L'histoire, c'est une matière tout le monde connaît au moins dans ses grands clichés pour l'avoir vécu à l'école. Vous voyez les fameuses images d'Épinal, et c'est des choses qui sont justement parfois utiles même avec des personnes qui sont atteintes de démence cognitive. Mmh. Parce que ce qu'il faut savoir sur les démences cognitives, c'est que la perception qui est la plus altérée, c'est celle du temps court. C'est-à-dire que les personnes sont incapables de vous dire ce qu'ils ont fait la veille. Mais si vous leur parlez de leur jeunesse ou ce qu'ils ont appris à l'école, ils ont parfois des remontées de souvenirs qui sont surprenantes. Et l'histoire, c'est un bon moyen justement d'aller chercher ces souvenirs et d'établir justement des points de contact avec ces gens-là. Vous voyez, de dire là, on a pu échanger sur quelque chose, sur votre vie, sur ce que vous étiez, sur ce que vous avez vécu, quelle était votre jeunesse. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, quoi. Alors, je recommande pas à tous les aides-soignants s'engager forcément sur des études d'histoire avant de faire aide-soignant, mais c'est pour moi, en tout cas, c'était une passerelle vraiment utile dans mon métier. Moi, je trouve ça très intéressant parce que justement, moi, je crois au fait qu'il y ait pas de hasard aussi dans la vie et dans nos cheminements et de se dire qu'aujourd'hui, après vos années d'exercice, que ce soit en tant qu'auxiliaire de vie ou aujourd'hui aide-soignant, et bah, justement, c'est tout ce passage d'études d'histoire où finalement vous n'avez pas exercé, bah, c'est quand même quelque chose qui vous sert aujourd'hui, dans votre pratique et c'est vrai que dans le cadre aussi de reconversion professionnelle où justement on change un petit peu, on va dire son chemin et on prend des décisions en se disant: «Bon, bah, voilà, moi je vais arrêter ça et je vais faire autre chose». Je reste toujours persuadée que ça nous construit et que ça nous sert dans tous les cas. Même si sur le moment, je suis pas sûre que quand, vous étiez en plein milieu de vos études, vous vous disiez: «Ah bah, quand je serai aide-soignant, ça me permettra, de pouvoir discuter avec mes résidents». Je ne pense pas. Non, bien sûr, hein, mais on est toujours on va dire un peu oui, de son parcours aussi. C'est-à-dire que nos expériences professionnelles et personnelles forgent notre personnalité et du coup forgent aussi un peu l'aide-soignant que l'on devient quand on s'engage dans cette voie professionnelle. Et c'est vrai que forcément, hein, on sent, il y a beaucoup de nous c'est-à-dire des gens qui arrivent un peu de différents horizons, des gens qui ont été toujours, vous voyez, qui sont alors, pas la vocation parce que ça a un caractère un petit peu, mais des gens qui très tôt se sont dit ouais, moi c'est ce que je veux faire, je veux m'occuper de personnes, je veux me sentir utile, je veux être aide-soignant. Et des personnes qui effectivement, comme moi, arrivent avec des parcours moins linéaires et qui amènent aussi effectivement dans le métier d'aide-soignant, les expériences de vie qu'on a pu avoir, notre parcours, nos études, quelque chose un petit peu différent et qui peut parfois effectivement, sur le moment, on se dit pas ça va m'être utile, mais finalement, c'est pas du temps perdu, c'est pas quelque chose. Et c'est que c'est
Après, aussi, il faut pas avoir peur justement de se dire à un moment de sa vie, bon bah voilà, c'est tout. Je veux changer, je veux m'engager dans autre chose. Ce que je disais tout à l'heure, hein, le monde du social, c'est un monde qui est pas du tout cloisonné. C'est-à-dire, c'est très ouvert. Mes professeurs à l'IRTS de Valenciennes avaient tendance à dire effectivement, ne vous arrêtez pas. Vous voyez, vous pouvez toujours progresser. Il y a toujours des passerelles qui existent entre les différents métiers. Vous, surtout maintenant avec des outils comme la validation des acquis de l'expérience, on va dire tout est possible. Vous pouvez effectivement vous relancer si à un moment vous sentez que vous avez besoin de changement professionnel, d'un nouveau défi, quelque chose qui va relancer votre intérêt pour une autre facette, un autre métier du social. Ne pas hésiter, ne pas hésiter. Franchement, c'est des opportunités de changement qui sont accessibles à tous et qui permettent effectivement de parfois je dis de pas re ouais, renouveler l'intérêt qu'on peut avoir, au sein d'un métier proche de celui qu'on exerce, mais en même temps différent par ses caractéristiques. Mmh. En tout cas, c'est un moi, je trouve que ça fait du bien aussi d'entendre, voyez, ce genre de parcours, où on sent, heu qu'il y a un épanouissement aussi professionnel, même si on sait que le quotidien est pas toujours évident, à gérer. Mais je trouve que ça fait du bien aussi d'entendre, qu'on peut s'épanouir dans ces métiers de l'accompagnement, dans ces métiers, de prise en charge des fins de vie. Parce qu'il y a quand même cette notion de deuil, on en a parlé, mais qui est pas toujours, évidente aussi à gérer. Malgré tout, c'est des métiers un peu alors c'est vrai que moi aussi, le côté vocation, trouve toujours un peu délicat, parce qu'on ne naît pas pour moi avec une envie incroyable de devenir, infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie, mais ce sont des métiers qui ont un sens et quand vous vous levez le matin, vous savez en fait pourquoi vous faites ce métier-là. Moi, je sais que dans toutes les étapes de ma vie, quand, voilà, on prend soin de ces personnes, on sent qu'il y a comment dire? On se sent utile et je sais pas si dans tous les métiers, on a ce sentiment en tout cas, de d'utilité auprès de ses résidents ou de ses patients. Ah ouais, non, c'est sûr que il y a une vraie, on va dire, on va dire la plus-value aussi de ces métiers, c'est-à-dire que c'est des métiers de rencontre. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, hein, on n'est pas des robots Mmh. destinés à faire des soins. Vous voyez, on a cette image parfois de l'aide-soignant en EHPAD, c'est quasiment de la toilette à l'abattage, Mmh. faire que ça de la journée. Être soignant aussi, c'est ça quoi, c'est des rencontres avec des personnes. Alors certes, c'est la rencontre est parfois plus difficile quand la personne est atteinte de démence cognitive. Vous voyez, il y a un vrai côté, un peu remettre le couvert tous les jours parce que forcément, vous n'avez pas cette gratification qui est la reconnaissance forcément de ce que vous avez fait pour la personne. C'est-à-dire qu'au sein d'une unité de vie protégée, les personnes ne vous reconnaissent pas forcément de toute façon. D'un jour à l'autre, vous voyez, vous êtes là, ça pourrait être quelqu'un d'autre, vous dites: «Mais est-ce que ça a réellement du sens ce que je fais? Est-ce que, je suis pas juste un pion, ça pourrait être quelqu'un d'autre?» Et justement, au contraire, c'est là où c'est, important, c'est-à-dire que faut pas travailler forcément, au sein d'unités de vie protégée pour cette, on va dire, notion de gratitude, immédiate que peut donner peut-être être soignant auprès de personnes plus classiques. Vous voyez, «Ah merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi». Mmh. Vous n'allez pas forcément l'entendre beaucoup au sein d'unités de vie protégée. Mais c'est pas pour autant que vous voyez, la gratitude, peut passer par bien d'autres chemins, et parfois simplement un petit sourire, un éclat de rire, un merci, parfois c'est ça quoi, c'est des petites choses mais subtiles. On va dire, il faut chercher la gratification du métier, auprès on va dire de ces personnes, d'une façon un peu différente. Vous voyez, c'est des gens qui parfois sont malheureusement, incapables de s'exprimer quoi. La maladie est suffisamment, est trop avancée pour que ils ont perdu la parole. Et c'est là que c'est important aussi justement d'être là. C'est-à-dire que connaître les gens dont vous vous occupez, c'est-à-dire c'est savoir aussi détecter
établir de la communication qui ne soit pas forcément verbale, c'est-à-dire les connaître, savoir se dire oula, disons qu'aujourd'hui ça va moins bien. La personne ne sera pas en capacité de vous dire ça va bien, ça va pas bien. C'est à vous justement un petit peu de le deviner et de connaître suffisamment bien les résidents dont vous vous occupez pour vous dire ah ouais, aujourd'hui disons que monsieur untel va moins bien, qu'est-ce qu'il a, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de déterminer ce qu'il a, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux, quoi. Donc c'est vrai que c'est très particulier parce que vous n'avez pas ce côté gratification immédiate, mais c'est effectivement, faut chercher justement la satisfaction du métier sur d'autres niveaux qui sont peut-être plus minimes, mais pas pour autant moins importants que exprimer des fois, vous voyez, de façon plus classique. Oui, une prise en charge hospitalière Ouais. d'une semaine, où on va aller remercier l'équipe et voilà et après on va dire les chemins se séparent. Là, c'est vrai qu'on n'est Ah pas ouais, non du mais tout sur la même, le ah même bah là, c'est profil. vrai qu'on c'est un accompagnement, nous, un accompagnement à vie. C'est-à-dire que on prend l'engagement de s'occuper de ces personnes. C'est que j'ai l'impression de réciter les vœux du mariage, mais jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est Mmh, vraiment ça. C'est-à-dire que, alors je le dis un petit peu comme ça en riant, mais c'est vrai on est là pour s'occuper de ces gens quand ça va bien et quand ça va pas du tout non plus, quoi. On est là aussi, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la notion de deuil et l'importance quand même d'être solide émotionnellement, c'est-à-dire qu'il faut quand même, à destination de tous les gens qui voudraient s'engager mmh, dans ces métiers d'aide-soignant, se rendre compte que effectivement la mort, bah, c'est quelque chose qui est le plus ou moins un incontournable mmh, malheureusement de nos métiers. C'est-à-dire que vous ne ferez pas auprès de personnes âgées probablement de carrière sans rencontrer des personnes qui vont mourir mmh, et malheureusement c'est difficile à gérer parce que c'est des personnes qui parfois vous avez suivies pendant des années, des années. C'est des gens que vous avez l'impression de les voir plus mmh, souvent parfois que vos mmh, propres grands-parents. Et quand forcément quand ils disparaissent d'un coup vous dites oula, oula, d'un coup comment je gère ça, mmh, comment j'arrive à faire la part des choses, comment j'arrive à relativiser en me disant bon bah après, je pense, l'essentiel étant de toujours se dire, bon, on a fait le maximum. Vous voyez, mmh, cette notion de se dire, ne pas avoir de regrets derrière en se disant, j'aurais pu faire plus. Si vous avez cette notion de vraiment de dire, bon, bah, c'est des personnes, on me les a confiées, hein, les familles nous font confiance pour s'occuper de leurs parents. C'est quand même quelque chose de très important, hein. On a quand même une grosse responsabilité en tant que soignant auprès des résidents évidemment, mais auprès des familles. Et c'est qu'il faut qu'on soit en capacité de se dire bon ben voilà, c'est la fin malheureusement du parcours. Cette personne, elle arrive au moment où elle doit partir et on n'aura pas si on s'est donné à fond justement pour cette personne. Bah, écoutez, malheureusement le décès on est tous mortels, hein, mmh. donc Je c'est quelque chose d'incontournable malheureusement. Donc on est obligé bah, voilà, de l'accepter, de se dire: «Bon, bah, voilà, c'est, la dernière étape». Accompagner la personne vraiment dans ses vous voyez, les derniers moments avec toute la dignité qu'elle mérite. Ne jamais se dire, c'est quelqu'un vous voyez, c'est quelqu'un qui meurt, ne pas en avoir peur non plus parce que forcément la mort, c'est quelque chose qui peut faire peur, hein, qui peut effrayer, vous voyez, quand vous êtes jeune aide-soignant, vous venez d'arriver, vous avez 20 ans, la mort, c'est quelque chose à gérer qui est émotionnellement, c'est difficile, hein. Voir quelqu'un mourir sous vos yeux, vous dites, c'est quand même, faut savoir le prendre sur soi, savoir rebondir, ne pas se laisser, justement entraîner par ça, ne pas se dire, «Oh là là, c'est difficile». Forcément, c'est difficile, mais c'est pas quelque chose qui doit non plus, vous tirer vers le fond. Vous pouvez vous dire: «Bon, bah, j'ai accompagné cette personne, elle m'a enrichi, tout le temps où je l'ai connue. J'en garde un super souvenir» et c'est ça, quoi. Nous, c'est vrai qu'on au sein de l'unité de vie protégée, là, moi, ça fait 1 an que j'y suis. On a eu effectivement déjà quelques décès. Vous voyez, c'est ça, quoi. On garde plus le souvenir des personnes en se disant,
Ah, tu te souviens, madame untel, elle faisait ça, c'était incroyable, c'est ça quoi, essayer de garder le positif, et les bons souvenirs qu'on a eus avec ces personnes-là et puis se dire: «Bon, bah, voilà, du coup, c'était une rencontre qui a été enrichissante», c'est une façon comme une autre de voilà, de surmonter un peu la mort et le départ des personnes dont on s'occupe. Ouais, je pense qu'il y a aussi un côté résilient aussi face à tout ça, c'est d'arriver aussi après à se dire que la mort fait partie aussi, bon bien sûr de Oui, la vie, mais dans notre, alors pas quotidien, mais en tout cas c'est quelque chose en tout cas quand je pense on choisit les métiers du soin, les métiers oui. d'accompagnement, que c'est quelque chose qui rythmera, Ah oui, mais ça permet d'avoir aussi, un certain recul et des priorités qui sont peut-être pas les mêmes que dans des métiers très classiques. Moi, je pense toujours mon mari, vous voyez, il est dans l'informatique et c'est vrai que des fois, quand je lui racontais, mes journées, voilà, de soignant, il me disait: «Oui, bon, on clairement, on n'a pas les mêmes priorités». Voilà. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose, mais pour autant, je pense que c'est ce qui rend aussi nos métiers, ah oui, passionnants. ah ouais, exactement. Je pense que de toute Mmh. façon, c'est, être soignant, je pense que c'est de toute façon un métier passion. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne naît pas forcément en se disant, Mmh. «Je j'ai la vocation, je vais être soignant», on le devient aussi, de par son parcours professionnel, mais c'est un métier qui nécessite quand même un engagement professionnel qui est important, quoi. Je pense qu'à Mmh. toutes les personnes qui voudraient justement s'engager dans des études d'aide-soignant, c'est important de se dire: «C'est quelque chose qu'on peut pas faire forcément dans la demi-mesure» et Mmh. surtout que je ne conseille pas, quoi. Ne Mmh. surtout pas aller, on va dire comme un choix par défaut vers les métiers du soin, les métiers du social. C'est des métiers qui nécessitent quand même un engagement personnel qui est important. Faut croire, quand même, au métier qu'on fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y aller en vous disant: «Ah bah, ça va être une place tranquille», Mmh. c'est pas vrai ou alors vous n'allez pas être un bon soignant, quoi. Mmh. Il est important de vraiment d'avoir cette notion de se dire, on vient là parce qu'on a quand même envie de faire la différence, quoi. Alors Mmh. et on l'a fait aussi parfois, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est de se dire, on est sur on va dire sur le terrain, quoi, mais tous les métiers du social, hein, c'est des métiers qui, Mmh. doivent être vécus justement par des gens qui sont passionnés et qui ont à cœur de se dire: «Bah, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a l'air de rien, sur une grande échelle, mais à la fin de la journée, moi je suis content parce que j'ai l'impression Mmh. d'avoir fait quelque chose d'utile et les gens dont je m'occupe, quel soit le public, sont contents parce que ce que j'ai fait a fait une petite différence dans leur journée». Mais Mmh. surtout sur des nous sur le public de type démence cognitive, c'est vraiment ça, quoi. C'est des petits moments, c'est parfois fugace, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est s'il y a un petit moment, une petite blague, un petit quelque chose, puis une bonne dose de bonne humeur aussi, quoi. C'est important de alors au sein de l'équipe, dans laquelle j'exerce, on a la chance de très bien s'entendre et puis d'avoir mis aussi un système, alors peut-être de protection, on va dire personnelle, c'est-à-dire qu'on rit beaucoup. Mmh. On arrive à rire pour se protéger peut-être un petit peu des fois de la brutalité des choses qu'on voit, hein, puisque c'est vrai que et c'est pas pour tout le monde non plus, faut quand même avoir quand même un peu dire avoir, les reins solides sur ce que vous allez voir. C'est parfois, dérangeant, parfois choquant, ça peut arriver, vous dites: «Ouh là là, mais comment je vais gérer cette situation?» Le rire, c'est quand même une arme qui vous permet, au sein de ces métiers de dédramatiser. Vous dites: «Bon allez, c'est pas si grave que ça, tout va bien aller». Ça permet de faire la différence sur des Mmh. situations qui, autrement seraient parfois bah, d'une tristesse absolue, et le Mmh. rire, c'est justement quelque chose qu'il faut conserver, quoi. Avoir la chance d'avoir justement des gens avec déjà une équipe sur laquelle vous pouvez compter. C'est quand même hyper important l'encadrement, et les gens avec lesquels vous Mmh. travaillez. Bien vous entendre avec eux, bien être en capacité vous voyez, d'interagir avec eux et puis surtout de savoir rebondir dans les moments forts, les moments un peu tristes, dire: «Bon, bah, allez, on continue, on s'accroche», c'est ça, après il y a des journées, qui sont plus ou moins difficiles, des journées qui sont et puis tout le monde n'est pas au même niveau donc un collègue, vous relance, vous dites: «Bon, bah, voilà, allez, on relativise et on est reparti», quoi.
Moi, ça m'a donné envie de venir, travailler avec vous, hein, ça y est. Je je me verrais bien passer une journée, voilà, avec vous pour, arriver à rentrer dans votre quotidien parce que j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que vous avez la chance d'avoir aussi cette notion d'équipe, et qui est pour moi capitale, hein, quand on exerce ce genre de métier. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait la différence entre auxiliaire de vie à domicile et intégrer ensuite des structures où vous avez vraiment ce travail qui s'articule autour des personnes avec lesquelles vous pouvez exercer et ça, c'est vrai que c'est je pense que ça apporte une autre dimension aussi au métier. On parle beaucoup aussi de la prise en charge des résidents, des patients, mais c'est vrai que l'équipe, elle est Ah oui, capitale, je pense, ah oui, oui, oui. pour ce type de profession. Et on sent en tout cas dans vos mots que vous avez aussi trouvé, on va dire l'essence un petit peu pour arriver à exercer ce métier pleinement. Bah, après, c'est vrai que c'est vraiment ça, c'est savoir aussi ouais, moi, venant justement du domicile où on Mmh, est seul, c'était un peu, un défi justement de s'intégrer au sein d'une ouais, équipe pluridisciplinaire et puis se dire: «Bon, maintenant je suis plus tout seul, justement j'ai, des gens vers qui pouvoir mmh, me tourner en cas de problème». Chacun a un peu sa spécialité. mmh, Je sais que je peux me tourner, vous voyez, j'ai un problème, j'ai une infirmière qui est là, qui peut me donner un avis en me disant: «Ah bah mmh, oui, effectivement, tu as bien fait de donner l'alerte, il mmh, faut qu'on réagisse tout de suite». Et puis on est effectivement, bah, ici, soutenu, vous voyez, par, une direction qui est quand même réactive, puis à notre écoute aussi. Nous, on fait remonter aussi beaucoup de choses, bon, bah, on est un petit peu, les mains et les yeux de l'EHPAD, hein, donc mmh, on est un à nous de faire remonter les informations, les filtrer, puis faire remonter ce qui est essentiel pour on va dire fluidifier justement les interactions entre les différentes disciplines, qu'on trouve au sein d'un établissement, mmh, donc c'est vrai que bon, nous, ici, on a quand même la chance d'avoir un établissement qui est, alors c'est quand même, vous voyez, c'est 100 personnes, hein, donc c'est quand même un gros établissement déjà. Mais effectivement, avec une équipe qui est motivée, quoi, des gens qui sont là, je pense qu'ils savent pourquoi ils sont là aussi, quoi. Le matin, la question ne se pose pas. Ça dépend des jours, mais vous voyez, il y a ce côté, les équipes qui sont en place sont parfois des gens qui sont là depuis, mmh, 10 ans, connaissent les résidents et ils savent très bien, détecter parce qu'on disait tout à l'heure, quoi, ça va pas, en un clin d'œil. On se dit tout de suite, «Elle est pas comme d'habitude, il y a mmh, quelque chose, il faut savoir quoi». Et vous voyez? Et c'est vrai qu'on a il y a un côté rassurant d'avoir une équipe autour de soi. mmh, C'est-à-dire, à la fois des collègues en cas de coup dur, simplement des collègues aides-soignants. mmh, Madame untel est tombée, comment je vais faire pour la relever? Je suis tout seul à la maison ou en établissement, j'ai 2 collègues, je les appelle et à 3, bah, forcément ça va être beaucoup plus facile. J'ai, des professionnels de santé autour de moi, que ça soit, vous voyez, des médecins, les médecins co au sein de l'établissement, que ça soit, les infirmières, que ça soit les ergothérapeutes, la psychologue. On a une variété de métiers qui gravitent autour du nôtre et qui nous permettent justement, bah, de voir si, nous on n'y arrive pas, peut-être qu'eux, ont la clé justement pour dénouer une problématique qui peut apparaître dans la journée. mmh. Je pense que la notion d'équipe est indispensable et puis ça nous inspire aussi. On arrive aussi à permettre je pense, de s'améliorer aussi dans nos pratiques. Heu, Moi, en tout cas, j'étais vraiment ravie de pouvoir, faire cet épisode avec vous et de pouvoir un peu creuser, heu, ce métier d'aide-soignant et en tout cas, d'essayer de faire partager aussi ça à tous les auditeurs du podcast pour, arriver aussi à se dire qu'il existe tellement de professions et surtout tellement de profils différents et je crois que c'est ça qui enrichit énormément, on va dire tous ces métiers. Et en tout cas, voilà, moi je vous remercie d'avoir, voulu en tout cas nous faire partager, bah, tout ça, tout votre parcours, votre quotidien, et je pense que vraiment ça nous a inspirés. Moi vraiment, je vous dis, j'aimerais aller travailler avec vous après là, et j'arrive, je viens vous aider. Je vous en prie.
J'ai une dernière question, Nicolas, pour vous. Une question un peu rituelle. Est-ce que vous auriez un professionnel du secteur de la santé que vous aimeriez entendre à ce micro dans les prochains épisodes? Alors, je bien une personne en tête. Je pense qu'elle détesterait l'idée de venir à un C'est micro, pas grave. mais simplement aussi pour un petit clin d'œil parce que c'est Aïcha qui est notre ASH au sein de l'UVP, qui est une dame. On parlait de dévouement. C'est une dame qui a 64 ans et qui est là avec nous du matin au soir, qui partage le quotidien des résidents et qui justement, on parlait d'inspiration, c'est quelqu'un qui moi me motive quoi. C'est une belle rencontre en me disant une dame qui a une patate pareille à son âge et cette volonté tous les matins de venir et faire des choses qui sont parfois pas Mm. forcément faciles. Et franchement, c'est ouais quelqu'un d'inspirant pour moi, quoi. Franchement, une belle rencontre au sein de l'établissement et quelqu'un qui mériterait d'être mise en lumière plus qu'elle ne l'est peut-être et qui pourtant, je vous l'avoue, ne voudrait probablement jamais venir à ce micro s'exprimer. Donc je le fais pour elle en lui disant franchement bravo Aïcha, quoi. Merci pour l'engagement avec nous au sein des équipes. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle va écouter et qu'elle sera contente, en tout cas, de savoir que, voilà, vous pensez à elle. Et moi, en tout cas, je serais ravie, mais alors encore plus de recevoir une personne qui exerce la fonction d'ASH, parce que moi, j'ai été un moment dans ma carrière encadrante d'agents de services hospitaliers dans des équipes de Ouais. bionettoyage. Et vraiment, ce sont des personnes qui sont mais tellement dévouées dans leur travail. Et ben voilà, en tout cas, si elle nous Mettons-les en écoute, valeur. ouais, Mettons-les en valeur. exactement. Les ASH sont considérés peu connus comme métier Mmh, et pourtant dignes de toute notre considération parce qu'elles sont mmh. vraiment les petites mains de nos EHPAD et de nos établissements. Ouais, complètement. Nicolas, merci pour tout et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, dans votre établissement. Vous allez retrouver votre équipe, vous allez retrouver vos résidents et bien écoutez, à bientôt. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.